Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, PayPal, le canal Telegram payant. N'oubliez pas que dans à peu près 10 jours, nous aurons notre conférence privée, évidemment, pour nos abonnés, que je remercie. Parce que c'est eux qui nous permettent de travailler, de sponsoriser cette chaîne et d'avoir une équipe performante. D'ailleurs, je veux dire que la personne chargée de TikTok s'en sort très bien, puisque ce trimestre-là, nous avons eu 1 400 000 vues. Donc évidemment, c'est des formats beaucoup plus courts, mais cela dit, ça permet de toucher aussi un large public et d'amener les gens petit à petit sur des contenus un peu plus larges. Donc voilà, c'était une très bonne chose, et encore une fois, c'est grâce à vos dons. N'hésitez pas également à vous abonner à notre partenaire Géopolitique Profonde, donc le numéro qui va sortir ce mois de juillet. Ne manquez pas ce numéro. Ce qui nous a plu cette semaine, alors il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est le spectacle qui a été organisé dans l'Allier, donc à Moulins. Donc c'est un spectacle qui retraçait l'histoire de France, donc depuis 2000 ans, c'est-à-dire même un peu avant. Nos racines, de toute manière, sont plus anciennes. Je dirais la natiogénèse de la France, c'est bien sûr le baptême de Clovis. La plupart des nations européennes sont nées d'ailleurs d'un baptême. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Pologne. Et donc nous, c'est arrivé il y a 1500 ans. Et évidemment, ça n'a pas plu aux adorateurs de la divinité laïque, qui ont protesté. Alors la région a, je cite, nous exigeons en revanche que la charte des valeurs de la France et de la laïcité soit signée et scrupuleusement respectée sous peine de suspension immédiate du soutien régional. Voilà, donc ça évidemment, c'était une réaction de panique devant le soulèvement des adorateurs de la divinité laïque. Et comme par hasard, le représentant donc des adorateurs de la divinité laïque est un communiste, un certain Yannick Monet, donc qui dirige le collectif laïque et républicain, et donc qui s'inquiète d'une réécriture de l'histoire. En fait, une réécriture de l'histoire, c'est une écriture de la vérité historique qui est autre que celle qui a été enseignée par des escrocs comme Michelet, comme ce qu'on lit maintenant dans la plupart des manuels scolaires de ce qui est enseigné aux enfants français. Donc évidemment, si vous sortez du dogme laïcard, du dogme de la divinité laïque, en fait, là évidemment, ça va plus du tout. Vous déclenchez des vagues de protestation, et je me suis intéressé pour savoir qui est donc ce Yannick Monet, en dehors d'être un communiste, quelle est son expérience professionnelle. Et évidemment, ça n'a pas loupé, je vous la décris. Diplômé d'État en ingénierie sociale, il a commencé sa carrière professionnelle comme éducateur spécialisé avant de devenir responsable d'une structure d'accueil pour réfugiés. Donc pour les réfugiés, tout va bien pour Yannick Monet, mais en revanche, pour les Français qui veulent célébrer la grandeur de leur histoire, et de ce qu'elle est grande, hein, la France, Dieu l'a faite belle et l'histoire l'a faite grande, à tout ça, c'est pas possible. Donc évidemment, il faut surtout pas rappeler que pendant 1300 ans, la France a été catholique, et qu'à partir de 1789, la gauche bourgeoise a commencé à imposer d'en haut, évidemment, sa divinité laïque, en la présentant comme la religion absolue. Il faut bien comprendre qu'en France, la laïcité, ça ne signifie pas la neutralité. C'est pour ça que la question de savoir si l'islam est compatible avec la République, il n'y a rien qui est compatible avec la République, même pas le catholicisme qui a fondé la France, qui a été, pour reprendre la phrase du général de Gaulle, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Voilà. Donc tout ça, ils essayent de le cacher. Le problème, c'est qu'évidemment, le gauchisme, c'est une culture de mort. Et donc finalement, qui fait des enfants en France, hein? C'est la question qui se pose. Donc c'est pas eux, ça c'est clair. Ils les tuent dans le ventre de leur maman. Ils tuent aussi maintenant les vieux quand ils servent plus à rien. Et donc finalement, à la fin, avec quoi allons-nous nous retrouver? C'est la question qui se pose, mais ce qui est clair, c'est que le gauchisme est destiné à s'éteindre, évidemment, c'est ça qui leur fait peur, c'est pour ça qu'ils veulent bourrer le crâne de nos gamins pour leur faire croire et leur faire adorer la divinité sanglante laïque. Deuxième chose qui nous a plu cette semaine, c'est de nouveau un article du Figaro. Et oui, je le sais, vous allez me dire, le Figaro est financé par les impôts des Français à hauteur de plus de 5 millions d'euros. Donc en principe, tous les articles devraient être à la dévotion d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la campagne, les deux campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron. On se souvient parfaitement, surtout en 2017. Ça a été vraiment assez incroyable. Et bien pourtant, de temps en temps, il y a des articles qui sont intéressants. Et une fois de plus, c'est ce jeune journaliste, Alexis Firtchak, qui a fait un article intéressant sur, en gros, la disparition
des chars sur le champ de bataille ukrainien, bien sûr. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il est très prudent dans ses sources. Alors, pour le nombre de destructions de chars russes, il utilise les sources Oryx. Bon, Oryx, on sait que ça vaut pas grand-chose, mais cela dit, il n'y a que ça. Donc, si on veut raisonner sur les pertes russes, évidemment, pourquoi pas les utiliser. Moi, je pense que sur les pertes humaines, sur les pertes russes ou ukrainiennes, que ce soit humaines ou en matériel, il faut être extrêmement prudent. On le saura en fait uniquement après la guerre. Ce qu'il faut garder, c'est, je dirais, des rapports que personne ne conteste, c'est-à-dire la puissance de feu, supériorité russe. Donc ça veut dire que forcément il y a plus de morts du côté ukrainien que du côté russe. Le rapport entre le nombre de prisonniers en Russie et le nombre de prisonniers en Ukraine, il y a beaucoup plus de prisonniers ukrainiens qu'il y a de prisonniers russes. C'est-à-dire le problème pour l'Ukraine, ils n'ont plus personne à échanger. Quand il y a des échanges de corps, on est dans des rapports donc de cadavres, on est dans des rapports qui vont de 1 à 20, donc 20 corps ukrainiens pour un corps russe, à 1 à 30. Donc ça donne des idées. Voilà à peu près les proportions, mais tout ce qui a été fait, notamment au début du conflit, où il y avait beaucoup de matériel soviétique des deux côtés, eh bien, c'est très difficile de savoir s'il y a un T-72A ukrainien ou si c'est un T-72 russe. Et une fois que la carcasse est brûlée, qu'il reste quasiment plus rien, c'est très difficile à voir. Et d'ailleurs, rappelez-vous, à partir de juillet 2023, en fait, Oryx, le site d'Oryx a fermé. Pourquoi ? Parce que massivement arrivent sur le champ de bataille des matériels de l'OTAN. Et évidemment, c'est difficile d'expliquer qu'un Abrams, un Challenger ou un Léopard 2 qui a brûlé, en fait, c'était un char russe. Donc, le mensonge n'étant plus possible, le site a fermé. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est la critique sur les pertes. Mais cela dit, l'article, il est très prudent sur les sources. Et ensuite, il émet des hypothèses. Il a visiblement interrogé des gens assez compétents. Et la raison, évidemment, principale pour laquelle la destruction des chars diminue, c'est parce que les grandes offensives de chars dans les plaines, comme on aime bien les voir sur le modèle de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus possible. Avec l'ère des drones, en fait, si vous arrivez à découvert, c'est pas possible. Donc, les Russes sont passés à ce que j'appelle la colonne d'assaut mécanisée, c'est-à-dire devant, vous avez un Tsar Mangala, en fait, c'est un char d'assaut avec un grillage dessus, anti-drone. Mangal, ça veut dire le barbecue en russe. Et derrière, des colonnes de blindés. Souvent, d'ailleurs, quand on regarde, c'est des blindés consommables, c'est du MTLB. Donc c'était l'équivalent du VAB, sauf que ça fonctionne beaucoup mieux, c'est sur chenille en plus. Donc c'est des chars qui finalement sont détruits, c'est pas très grave. L'important c'est de déposer l'infanterie au moment de l'assaut, après une grosse préparation d'artillerie et de drones, et donc de franchir. Et il n'y a pas de déploiement en plaine comme on aurait pareil aimé en voir, pour éviter de sauter sur les mines, puisque le champ de bataille est totalement miné, et donc on avance en colonne. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis allé voir un peu sur sa page LinkedIn, et il y a quelques commentaires, et je crois qu'il y en a un qui dit oui, c'est pas ces offensives où on grignote, c'est pas ce que nous on aime à faire avec l'OTAN. En fait, l'OTAN a fait des grandes offensives avec des chars déployés. De toute manière, c'était contre des pays du tiers-monde. C'était contre l'Irak. Évidemment que contre la première armée du monde, qui est l'armée russe, elle l'a montré, maintenant c'est acquis, c'était sûr que ça allait pas marcher. D'ailleurs, on l'a vu en juillet, juin, juillet, août 2023, au moment de cette lamentable offensive qui a lamentablement échoué, dirigé n'importe comment. D'ailleurs, on pourra en parler d'ailleurs du point de vue tactique, c'est-à-dire qu'une fois de plus, l'OTAN a fait appliquer à l'Ukraine sa doctrine qui fonctionne pas. Les Ukrainiens, finalement, auraient mieux fait de se référer à Sechin, c'est-à-dire le spécialiste de la ligne de défense soviétique, donc entre les deux guerres. Et si jamais ils avaient appliqué cette doctrine, comme d'ailleurs je pense que les Russes l'ont fait, les Russes l'ont simplement adapté, et bien là, aujourd'hui, ils seraient en train de résister bien mieux aux assauts russes. Au-delà, ils ont appliqué la doctrine de l'OTAN, donc inspirée des généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale, qui ont fait croire que si jamais ils avaient échoué, c'était la faute d'Adolf Hitler. Non, c'était parce qu'eux étaient inférieurs à la fin de la guerre du point de vue opératif aux généraux russes. C'est exactement ça. Et donc, en fait, cette idée de l'offensive, de l'initiative, finalement, on s'aperçoit que la guerre à la soviétique ou à la russe, c'est-à-dire des mathématiques, ça fonctionne bien plus que la guerre le coup de Paris, l'initiative, voilà. Et pour finir, le marketing.
C'est ça dont il est question. Mais en tout cas, bon, article bien fait. Alors, il est payant. Donc, je me suis pas abonné au Figaro. Simplement, j'ai récupéré l'article. Hein. Ne vous abonnez pas au Figaro. Ça, même avec un bon article de temps en temps, ça ne vaut rien. À la limite, abonnez-vous comme votre serviteur à la presse anglo-saxonne, puisque de toute manière, la presse française, c'est des articles de la presse anglo-saxonne mal traduits 3-4 jours après. Donc, autant remonter à la source. Économie maintenant, et la première nouvelle qui a surpris tout le monde, y compris votre serviteur, c'est que les États-Unis commencent à lever partiellement les sanctions qui ont été mises contre la Russie, contre des institutions russes. Alors, c'est dans le cadre de la construction des réacteurs de la centrale de Paks en Hongrie. Donc, visiblement, ça, c'est un cadeau que fait Donald Trump à Viktor Orban. Donc, les banques qui sont concernées par ce projet, diverses grandes compagnies russes, donc ont des sanctions partiellement levées par rapport à ce projet. Mais ce qui a été surprenant encore, et j'attends d'avoir la confirmation, mais c'est que Rosoboronexport, c'est-à-dire la structure qui est chargée d'exporter l'armement russe, a aussi eu des sanctions levées. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, je me creuse la tête, n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos suggestions. Je pense qu'il y a des projets communs, si c'est vraiment ça se confirme, entre le complexe militaire-industriel américain et le complexe militaire-industriel russe, avec peut-être un châssis russe avec une tourelle américaine et réciproquement. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Peut-être aussi c'est parce qu'il y a des matières premières et des sous-ensembles, notamment en titane, dont les Russes sont les spécialistes. Et c'est peut-être de ça dont il s'agit. En tout cas, c'est un excellent signe. Surtout que simultanément, cette pauvre von der Leyen n'arrive toujours pas, à cause de la Hongrie et de la Slovaquie, à faire passer son 18e paquet de sanctions. Alors qui, lui, s'il passe, c'est la fin. Cette fois, c'est la bonne. La Russie va s'effondrer économiquement. Et sinon, plus sérieusement, réunion à Minsk de l'Union économique eurasiatique. Hein, donc c'est une union qui regroupe la Russie, la Biélorussie et les pays d'Asie centrale. Et on a appris à cette occasion d'ailleurs que cette Union économique eurasiatique a signé des accords de libre-échange avec les Émirats arabes unis et également la Mongolie. Donc il y a encore une fois, le centre de ce continent hein, eurasiatique qui est en train de se mettre en place avec la Chine à l'est, la Russie à l'ouest et des pays évidemment moins puissants mais qui essaient de trouver leur place et qui connaissent un décollage économique tout à fait intéressant. Économie toujours et finalement un accord a été signé entre Donald Trump qui a appris la politesse et la Chine, donc qui semble un compromis assez équilibré à la chinoise. Finalement, les Chinois sont toujours prêts à faire des compromis. Ils détestent faire la guerre. Et une fois de plus, je pense que c'est à l'habileté de Xi Jinping qu'on le doit. Et c'est aussi finalement à la prise en compte par Donald Trump qu'on ne peut pas faire la guerre économique à la Chine parce que la Chine a des tas de choses dont les États-Unis ont besoin. Notamment, c'est l'exemple que je cite toujours, hein, rapport d'un sous-traitant du Pentagone en janvier-février 2024, Govini, qui analyse la dépendance des grands producteurs d'armement, notamment tout ce qui est aérien, missiles, avions, etc., des sous-ensembles chinois. Donc non seulement l'industrie américaine, notamment militaire, dépend des terres rares chinoises, mais en plus il y a bien sûr des sous-ensembles électroniques, il y a également des explosifs particuliers pour les détonateurs que seule la Chine est capable de produire en masse et pas trop cher. Et tout ce qui a été étudié aux États-Unis voudrait dire que si jamais tout d'un coup Trump voulait, et ça justifierait, produire localement, ça supposerait des investissements colossaux. Alors ça explique peut-être, effectivement, l'augmentation radicale du budget de la défense qui a surpris tout le monde, à commencer par Elon Musk, c'est-à-dire peut-être d'essayer de pouvoir produire localement ce qui aujourd'hui est acheté à la Chine. Mais cela dit, les armes américaines qui déjà coûtent une fortune, si en plus ils se privent des sous-ensembles chinois, ça va faire exploser les prix. Mais cela dit, la souveraineté, encore une fois, est à ce prix. Et comme je l'ai souvent dit, la première fonction de l'industrie d'armement, c'est de fournir l'armée du pays. Et c'est pas censé être rentable. Si en plus après on peut exporter pour évidemment permettre davantage d'investissements, gagner de l'argent et continuer à produire davantage d'armes, c'est une excellente chose. Mais en principe, la défense c'est régalien, donc c'est pour ça qu'on paye des impôts. Hein, c'est pas pour récupérer les migrants méditerranéens.
Économie russe maintenant. Alors, bonne nouvelle relative, c'est que finalement, il n'y a pas de récession au mois de mai, mais c'est grâce aux dépenses militaires. Donc ça, on en a parlé. Bon, c'est très très bien, effectivement. La Russie est un pays très riche, elle peut commander des armes, elle en a besoin. À terme, il y avoir un potentiel d'exportation colossal avec l'expérience tirée de la guerre contre l'OTAN en Ukraine. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les fondamentaux de l'économie. L'économie fondamentale, ça doit être les entrepreneurs, les PME, les ETI. Et ça, il faut baisser les taux d'intérêt. Et pour l'instant, des renseignements que j'ai en interne, la lutte est très très forte. C'est une lutte à couteau tiré entre la Banque centrale qui veut maintenir ses taux à 20 et les industriels et les entrepreneurs qui voudraient descendre à 12, j'en ai déjà parlé. Évidemment, ce chiffre ne va pas les aider. Il eût mieux valu qu'un mois on ait une petite récession, et puis comme ça aurait tiré les signaux d'alarme. Ça n'a pas été le cas au mois de mai, on va voir ce que ça donne au mois de juin. Économie russe, encore les grands projets, ceux qui sont notamment financés par le Fonds du bien-être national, eh bien, continuent à progresser, et cette fois, c'est le lancement de la construction d'un TGV entre Moscou et Saint-Pétersbourg, qui ramènera le trajet de, je crois qu'aujourd'hui c'est 4h30 à 5h, à 2h15. Donc là, évidemment, ça veut dire que notamment votre serviteur va passer en famille plus de week-ends à Saint-Pétersbourg. Alors, je préfère Moscou. Moi, je suis arrivé à Moscou. Hein. Les gens qui sont arrivés par Saint-Pétersbourg préfèrent Saint-Pétersbourg. Moi, je suis arrivé par Moscou. Mais je dois dire que c'est difficile de résister au charme de Saint-Pétersbourg. De toute manière, venez en Russie, venez découvrir. Hein. D'ailleurs, on vous propose dans Divergence Services des services qui vous permettront de venir, d'ouvrir un compte en banque et de commencer, pourquoi pas, à investir en Russie. Et puis voilà. Et puis prenez également des cours de langue. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier grand projet dont je voulais vous parler. Mais surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'exposé qu'a fait dans Vladimir Poutine Alexei Tchekounkov, donc qui est le ministre du développement de l'Arctique et de l'Extrême-Orient russe. Alors vous le connaissez parce que je l'ai déjà interviewé 2 fois pour RT en français. C'est un parfait francophone, et d'ailleurs que j'ai connu parce qu'il est un de mes auditeurs et un de mes lecteurs à l'époque où il dirigeait la Banque de développement de l'Extrême-Orient russe et de l'Arctique. Hein. C'est le modèle du nouveau haut fonctionnaire russe, compétent, cultivé, intelligent, performant. C'est l'avenir de la Russie en fait. C'est jeune, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, un organisateur. Encore un mathématicien il m'expliquait ses modèles de développement pour favoriser la démographie, c'était tout simplement passionnant. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec Bruno Le Maire et la bande de bras cassés qui est en place depuis, je sais pas, depuis 20 ans, depuis 50 ans, si on remonte à 1981, François Mitterrand. Donc c'est quelqu'un de remarquable, et il a expliqué où il en est pour précisément le développement donc, de ces régions donc, qui sont à l'extrême nord de la Russie, et notamment du développement de la fameuse route maritime du Nord. Et donc on a eu quelques éléments chiffrés assez intéressants. 345 installations, autoroutes, gares, ports maritimes et aéroports ont été construits ou sont en construction en ce moment. Plus de 90% du volume de livraison dans cette région nord est assuré par cette fameuse route maritime du Nord et implique 444 navires. Tchekounkov a également souligné que son ministère coopère avec les ministères du Commerce et de l'Industrie et Rosatom pour développer et moderniser encore plus cette flotte. Je rappelle que Rosatom, c'est le nucléaire russe, et c'est eux qui fabriquent ces brise-glaces nucléaires qui permettent de rendre en fait la route maritime du Nord praticable le plus longtemps possible dans l'année. Enfin, dernier point qui m'a paru important, parce que j'en avais parlé dans mes exposés sur la route maritime du Nord, que ce soit sur RT, que ce soit sur Stratpol, c'est qu'il y a un problème dans cette route maritime, qui est en fait le seul endroit où on peut vraiment passer pour rejoindre finalement l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, eh bien c'est le long de la côte russe, et c'est pas très profond. Et donc ça pose un problème pour la capacité des bateaux, et donc la Russie va se doter d'une flotte de dragage, donc qui va permettre de creuser et d'élargir pour le passage des bateaux. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que ces grands projets nationaux ne sont pas remis en cause par l'opération militaire spéciale. Et Vladimir Poutine, une fois de plus, a répété que le budget de la défense russe, c'était 6,3% du PIB.
Donc c'est tout à fait raisonnable, et c'est pour ça que c'est une opération militaire spéciale. C'est pas la guerre, sinon ce serait 100% du PIB. Politico-diplomatique maintenant, et le choc pour les pays de l'Union européenne, et surtout pour l'Ukraine, ça a été l'annonce par les États-Unis, par l'administration américaine, que les livraisons d'armes à l'Ukraine sur certains produits étaient suspendues. Donc ça concerne les systèmes qui coûtent cher, donc les munitions pour les missiles sur les Patriotes, les systèmes air-air, les missiles air-air. Ça concerne également, plus basiquement, les obus de 155 mm. Et tous ces matériaux-là, en fait, étaient déjà en Pologne. Et la raison, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est pas que tout d'un coup Donald Trump a décidé de cesser d'aider l'Ukraine, c'est qu'il n'y en a plus dans les stocks américains. Et ça, nous l'avons annoncé depuis longtemps, que la capacité de production du complexe militaro-industriel américain sur ces armements, sa capacité de production de masse était limitée, au contraire de celle de pays comme la Russie, comme la Chine, même comme la Corée du Nord finalement. Donc ça évidemment c'est un coup très dur, et ça a été justifié par l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN qui s'appelle Matthew Whitaker. Donc il a donné une interview sur Fox News. Il a expliqué ça au nom du America First, l'Amérique d'abord. Parce que en fait on s'aperçoit, ce qu'avait aussi expliqué vos serviteurs, qu'il avait expliqué dans l'Ukraine pourquoi la Russie a gagné, c'est que l'Amérique s'est épuisée à livrer tous ces matériels, tous ces missiles antiaériens, etc., en Ukraine, qu'en plus il y a eu le choc de la guerre des 12 jours, où là aussi Israël a contribué à vider encore une partie des soutes, et que visiblement la situation est grave. Donc America First, et je suis tout d'accord avec ça, d'ailleurs, la France d'abord, une fois de plus. Donc on devrait d'ailleurs obéir au même principe. Alors ça, évidemment, ça a été le choc du côté ukrainien. La vice-présidente du comité de défense de la Rada, le Parlement ukrainien, Mme Bezougla, qu'on cite assez souvent, qui est un peu l'égérie de l'armée, a dit que désormais les États-Unis n'étaient plus un allié. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a convoqué l'ambassadeur des États-Unis pour avoir des explications, mais cela ne change rien, et si c'est maintenu, les choses pourraient très bien s'accélérer sur le front en Ukraine. Mais bon, encore une fois, soyons prudents. Mais c'est franchement plutôt une bonne nouvelle pour la Russie, forcément. Et donc pour l'Europe. Quelques mots sur l'affaire azerbaïdjanaise. Alors je ne sais pas si en France on a suivi ça. Il y a, donc au début de l'année, je crois que c'est au mois de mars, il y a un opposant à Aliyev, donc le président azerbaïdjanais, qui est un dictateur, il faut quand même bien le dire, et qui donc a tendance à enfermer ses opposants et à les provoquer pour qu'ils fuient en exil. Eh bien, un de ses opposants a été assassiné. Donc c'est un citoyen azerbaïdjanais qui était réfugié en Russie. Il a été assassiné par deux Azéris, citoyens russes. Donc il y a une grosse enquête dessus. Visiblement, il s'agit de deux parrains de la mafia azérie en Russie. La minorité azérie est souvent problématique, mais ils sont assez bien implantés, notamment dans certaines régions. Et puis, c'est des spécialistes de la vente des fruits et légumes. Donc la Russie a mis la main sur ces deux bandits et ils sont morts. Donc je ne connais pas exactement les détails, mais c'était très mal pris par les autorités azéries, et pour se venger, ils ont arrêté au hasard des Russes donc, qui étaient présents en Azerbaïdjan, et ils les ont tabassés. On voit les photos, c'est assez terrible, et en les accusant de trafic de drogue. En plus, quand on voit les profils de ces malheureux, en fait, il y en a un, il est informaticien spécialisé dans l'intelligence artificielle, il n'a pas du tout besoin de trafiquer de la drogue pour gagner de l'argent. Le plus terrible en plus, c'est qu'un de ces malheureux était un Russe qui avait fui en Azerbaïdjan pour fuir la mobilisation en 2022. Grand mal lui a fait. Et donc il y a tout de suite eu une montée en tension, et plusieurs analyses ont été faites en disant que c'était une provocation des services secrets anglais pour créer un deuxième front, etc., que ça mettait en danger l'Arménie, puisque ça voulait dire que l'Azerbaïdjan se préparait en fait à attaquer l'Arménie pour récupérer le corridor, donc un corridor dans le territoire arménien qui lui permettrait de rejoindre son enclave à l'ouest de l'Arménie. L'Azerbaïdjan, c'est deux morceaux de territoire avec une petite enclave, et donc les Azéris réclament la libre circulation sur le territoire arménien, et donc en menaçant plus ou moins d'utiliser la force.
Or, là, ça engagerait la Russie, non seulement la Russie, mais l'ODKB, hein, cette structure de défense des pays d'Asie centrale, de la Biélorussie et de l'Arménie, puisque autant le Nagorno-Karabakh, du point de vue du droit international, faisait partie du territoire azéri, autant là, le territoire arménien, c'est le territoire arménien. Et là, évidemment, pour Pachinian, le président arménien plutôt pro-occidental, là serait évidemment obligé de se tourner vers Moscou, et Moscou ne pourrait pas faire grand-chose, puisqu'il faut le dire, les choses, tant qu'il y a la guerre en Ukraine, la Russie ne peut pas mener un second front ailleurs. Donc on a commencé, y compris votre serviteur, à raisonner là-dessus, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un de mes amis qui est russe, qui est spécialiste de l'Azerbaïdjan, que je salue, merci Oleg, et on en a pas mal discuté, et pour lui, c'est pas du tout ça. Pour lui, c'est une réaction émotive des autorités azéries. Aliyev, de toute manière, sait qu'il ne fait pas le poids devant la Russie. Si la Russie, tout d'un coup, vire tous les Azéris et les renvoie en Azerbaïdjan, ça va être un soulèvement, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de boulot. Donc, Aliyev sait que le développement économique de sa zone, puisqu'il fait partie, l'Azerbaïdjan est sur la route du corridor nord-sud, et donc ça condamnerait son projet. Et en revanche, il a des problèmes en interne. Il y a une opposition assez dure en Azerbaïdjan. C'est pour ça que, d'ailleurs, beaucoup de ses opposants sont en exil. C'est pour ça que, vraisemblablement, il a sous-traité à ces deux bandits azéris l'assassinat de son opposant en Russie. Et donc, ça lui a pas plu. Mais voilà, il doit faire tout un cinéma pour satisfaire son opinion publique. Et ça, les Russes le savent. Et ça explique la réaction extrêmement modéré du ministère des Affaires étrangères russe, qui sait, et c'est la théorie de mon ami Oleg, que les choses, d'ici quelques jours, vont se calmer. Donc il m'a convaincu par cette théorie, et donc je pense qu'effectivement les choses vont se calmer. D'ailleurs, juste avant que je commence à tourner cette vidéo, il a été annoncé que désormais, le consulat, ce qui n'était pas le cas avant, avait accès à ces 8 malheureux prisonniers en Azerbaïdjan. Et c'est aussi pas une grande idée de la part de l'Azerbaïdjan, puisque les Russes font quand même partie des gens qui visitent le pays, qui y vont en vacances, et donc là évidemment, tout le monde est en train de faire ses bagages et de rentrer en Russie. Il vaut mieux aller, je sais pas, en Géorgie, en Abkhazie, pourquoi pas, plutôt que d'aller en Azerbaïdjan. Finalement, quand on écoute les spécialistes, on se dit que c'est plutôt une tempête dans un verre d'eau, et ça explique, alors ça n'a pas trop plu, faut dire, hein, à l'opinion publique russe, hein, notamment chez des blogueurs comme Yuri Podolaka, que je cite souvent, qui lui serait pas opposé au fait de virer tous les Azéris et de donner une bonne raison à Aliyev, et de donner une bonne leçon à Aliyev, mais visiblement c'est pas ce que le ministère des Affaires étrangères russe s'apprête à faire. Ça a été une surprise cette semaine, à commencer par moi, je l'avoue. C'est l'entretien que Vladimir Poutine a donné à Emmanuel Macron. Ça a étonné pour deux raisons. La première, c'est que vous vous souvenez que le 20 février 2022, Vladimir Poutine a eu une ultime conversation avec Emmanuel Macron, et qui a été publiée, où on voit deux de ses conseillères aux affaires étrangères en train de glousser. Elles avaient l'air d'ailleurs tellement stupides que j'ai cru que c'était des journalistes. Il a publié l'enregistrement dans les médias français de cette conversation. Ça a choqué beaucoup de diplomates, non seulement en Russie mais ailleurs. Je pense que Emmanuel Macron s'est discrédité. Et donc, je pensais que Vladimir Poutine, sa patience avait été à bout, et visiblement non. Il est très très patient, comme dirait Thierry Mariani, c'est le prix Nobel de patience, et il a accepté de prendre le Macron au téléphone. Cela dit, il avait aussi accepté de parler à Olaf Scholz, l'ancien chancelier allemand, en novembre 2024. Donc, en soi, il a toujours dit qu'il était ouvert à la conversation. Je pense que tout de même, il n'a pas accepté sans obtenir quelque chose. Pour l'instant, je ne sais pas quoi, mais je pense que Macron a dû se soumettre à pas mal d'exigences du Kremlin. Tôt ou tard, on saura lesquelles. Bon, à commencer par le fait de ne pas publier des conversations secrètes dans les médias. Mais ça, est-ce que Macron va comprendre? Voilà. Bon, ce serait une bonne nouvelle. Ça veut dire que finalement, grâce à Vladimir Poutine, Macron et le ministère des Affaires étrangères français apprennent à faire de la diplomatie, c'est-à-dire à ne pas la ramener sans arrêt. D'ailleurs, on voit les messages qui ont été publiés par les affaires étrangères russes et français sont très, déjà, finalement, ne disent rien. Ils ont parlé de l'Ukraine, de l'Iran, etc., etc. Mais on ne rentre pas dans les détails.
Et donc là, c'est pas les fanfaronnades de notre grotesque président auquel on a l'habitude. La deuxième raison pour laquelle ça paraissait assez étonnant, c'est que Emmanuel Macron avait dit en juillet et en décembre 2023 que lui n'appellerait pas Vladimir Poutine, mais que si Vladimir Poutine l'appelait, eh bien, il répondrait. Alors évidemment, ça date de juillet 2023, quand Emmanuel Macron, mal conseillé par ses conseillers, par ses affaires étrangères et surtout par le ministère de la Défense, lui expliquait que la contre-offensive magique ukrainienne allait fonctionner. Et donc là, il jouait les durs. En décembre, pareil, de la même année. Et puis depuis, on assiste à une armée ukrainienne qui se fait défoncer sur toute la ligne de front. Donc évidemment, il faut bien en rabattre. Il savait visiblement que Trump allait arrêter de livrer tout ou partie des armements à l'Ukraine. Et donc, il a appelé. Je pense aussi qu'il a eu envie de griller ses homologues italiens, surtout allemands et anglais, en étant le premier. Finalement, c'est une espèce de premier de la classe. Hein, Macron, c'est ce qui le définit. Alors, pas forcément parce qu'il est doué pour les études, mais parce qu'il sait faire les yeux doux à ses profs. Donc là, on assiste sans doute à une démarche un peu comme ça. Donc, j'étais assez étonné, pour ne pas dire un petit peu déçu, mais encore une fois, quand on regarde la manière dont l'affaire azerbaïdjanaise est traitée, quand on voit la manière dont Vladimir Poutine, en fait, Poutine, il veut des solutions diplomatiques. Il veut que ça s'arrête. Il fera aucune concession sur ses buts, mais en revanche, eh bien, il est capable, un peu comme Saint François de Sales, ou la voie médiane à la chinoise, d'avaler quelques couleuvres pour avancer. Et je pense que globalement, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire aussi que la défaite ukrainienne maintenant est devenue une certitude chez la classe dirigeante de l'Union européenne. Vladimir Poutine est quelqu'un de très demandé, et d'ailleurs, juste avant que je me mette à tourner cette vidéo, eh bien Donald Trump l'a appelé, et là aussi c'est pareil, les communiqués qui ont été faits, d'ailleurs ça a été dit, je crois, par le porte-parole du Kremlin, Peskov, en disant de toute manière, on ne communique pas les contenus des conversations à ce niveau-là de la diplomatie, donc on a les grandes lignes, ils ont parlé des choses habituelles. Poutine maintient sa ligne sur toutes ses exigences, et voilà, et les choses continuent, et je pense que la relation russo-américaine est en train de se développer vraiment dans le bon sens, et ça aussi c'est une excellente chose. Terrorisme maintenant, ce qui a attiré notre attention cette semaine, c'est des actes de sabotage dans la flotte de tankers russes. Les Russes sont une flotte de tankers suite aux sanctions contre ces exportations de pétrole, et on a vu je crois, 5 tankers avoir des avaries, avoir été endommagés par des explosions. Donc c'est de toute évidence des actes terroristes. La question se pose, c'est qui est derrière. Au début, je me suis dit, bon, ça c'est un coup des Anglais. Mais finalement, je pense que si c'était les Anglais, ce ne serait pas de temps en temps un petit explosif, ce serait beaucoup plus massif. Et est-ce que les Anglais ont intérêt de faire ça, sachant que les Russes pourraient riposter ? Et par exemple, faire exploser un tanker dans le canal de Suez. Les Russes, ils n'en ont pas besoin du canal de Suez. Donc ce serait une véritable catastrophe pour le commerce européen. Déjà qu'avec les outils dans l'affaire, c'est problématique. Donc je pense plutôt des initiatives un peu à l'ukrainienne. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose de critique. Pareil, j'en ai discuté avec pas mal de spécialistes. Personne ne considère ça comme assez critique. Ça nécessite surtout de renforcer la sécurité autour de ces fameux tankers. Armement maintenant, les Russes commencent à utiliser et à produire la bombe Grom E1. Alors qu'est-ce que c'est que la bombe Grom E1 ? On a parlé des bombes planantes. Ce sont des bombes qui sont larguées d'avions et qui déploient une petite ailette et un aileron qui leur permettent de se déplacer, de se diriger. Et donc sans laisser de traces, puisque c'est juste une dérive plane en fait, en utilisant la vitesse de la chute, et ça peut dériver jusqu'à 60 km, ça coûte pas cher, et ça a été non pas un game changer parce que ça n'existe pas, mais ça a été un accélérateur de la victoire russe. On en avait parlé dès la fin 2023, quand on a commencé à les voir apparaître de plus en plus souvent. Ça permet donc à l'aviation russe, tranquillement derrière la ligne de front, de faire un véritable carnage. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Russes donc, ont modifié la bombe en ajoutant un booster. Ce qui fait que là, on parle plus de 60 km derrière la ligne de front. On parle de jusqu'à 100-120 km d'après les premiers chiffres qu'on a. Donc ça, évidemment, ça met encore davantage en sécurité
les avions russes. Donc c'est une très bonne affaire. Puisqu'on parle d'avions, encore un F-16 abattu en Ukraine. Alors là, c'est donc le premier F-16 de mémoire, c'était abattu par la DCA ukrainienne. Le second, je ne me souviens plus exactement, on ne savait pas. A priori, il y en a encore 2 qui ont été détruits sur un aéroport, mais ça, c'est pas documenté, donc je le cite même pas. Et en revanche, là, il y en a un qui a été détruit. Ah oui, je crois que c'était pour la même raison que le précédent, c'est-à-dire que donc les F-16 sont utilisés pour essayer de détruire les drones qui attaquent l'Ukraine dans la profondeur, les missiles. Et en fait, a priori, en détruisant un des drones, eh bien, l'avion a été touché et malheureusement, le pilote est mort. Voilà, c'est le 5e avion ukrainien détruit, les 2 autres étant des avions d'origine russe, je crois, un MiG-29 et un Sukhoi 24 de mémoire, mais peu importe. Donc petit à petit, eh bien, la quantité de F-16 diminue. Armement toujours, et je vais vous parler du Lyuté. Alors, j'en avais déjà parlé en fait, c'est un drone donc fabriqué en Ukraine, c'est un espèce d'ULM qui vole avec une forte autonomie. Alors ça va pas très vite, mais ça vole très bas et ça peut voler jusqu'à 1000 km. Et a priori, c'est ce que les Allemands veulent coproduire, si on en croit le magazine allemand Bild, c'est ce que les Allemands veulent produire en Ukraine. Ça leur permet de ne pas livrer les taux russes et donc ils veulent le produire, le moderniser, utiliser l'intelligence artificielle. Donc c'est un moment assez intéressant parce que ça c'est pas cher et les Ukrainiens savent le faire parce que c'est pas compliqué. Donc ça c'est une première chose et vraisemblablement c'est ce qui a été tiré sur la ville d'Ijevsk. Donc c'est en Russie centrale, dirons-nous. Et là la question s'est posée de savoir mais d'où a-t-il été tiré, puisque officiellement la portée donc du Lyuté c'est 1000 km. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas avoir été tiré derrière le front ukrainien, apparemment. Et que ça pourrait avoir été tiré soit du territoire russe, c'est-à-dire si les Ukrainiens avaient réussi à introduire ces éléments comme ils ont fait avec l'opération Toile d'araignée à l'intérieur du territoire russe en passant par le Kazakhstan, soit carrément du territoire du Kazakhstan. Hein, le Kazakhstan, c'est 20 millions d'habitants pour 5 fois la France. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a de l'espace, et un espace pas toujours très bien maîtrisé, donc c'est possible. C'est fait évidemment sans la complicité des Kazakhs, et d'ailleurs qui ont lancé une opération de sécurité pour essayer de voir si c'est bien ce qui s'est passé. L'autre explication que j'ai entendue par un spécialiste, alors là c'était sur la radio russe ce matin, qui me paraît en fait la bonne. Je pense que le drone a été envoyé d'Ukraine. Simplement, donc ce spécialiste a analysé les images qu'on a vues et il n'y a pas de châssis. Et visiblement, on voit l'explosion. Donc, quand il est arrivé, on ne sait pas s'il a touché sa cible. Visiblement, c'est une usine qui était visée. Je pense que non, parce que parmi les blessés, il y a un enfant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des enfants dans les usines. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'explosion est assez réduite par rapport aux explosions qu'on a vues par ce genre de drone. Donc, visiblement, l'avion a été allégé au maximum pour mettre plus de carburant, donc moins d'explosifs. On a retiré le châssis et je pense que c'est pour ça qu'il a pu atteindre les 1400 km. Voilà un peu les explications que j'ai entendues. Après, faites-vous votre opinion. De toute manière, nous, on suivra ça sur Stratpol, donc inscrivez-vous, hein, surtout. Empire du mensonge maintenant. Et alors malheureusement, je suis obligé de citer un site que j'aime beaucoup qui s'appelle le Salon Beige, hein, pour les catholiques traditionnalistes, ils connaissent bien. Et donc c'est un article de Michel Janva qui reprend en validant toutes les âneries qu'a raconté le général Burkhard. Hein, je vous renvoie à notre bulletin précédent. D'ailleurs, j'ai vu que certains d'entre vous, je crois que c'est Camille Moscou, qui a repris le passage où j'analyse en fait les sorties de Burkhard en disant que si finalement il doit savoir, il doit avoir raison, que la Russie va subir une défaite stratégique. Donc il y a plusieurs âneries, donc j'ai pas parlé de toutes les âneries la dernière fois parce qu'en fait il y en a beaucoup, mais finalement comme en plus je suis mis en cause dans les commentaires parce que j'ai dit que les Russes allaient gagner cette guerre. Et donc effectivement je l'ai dit, j'ai pas dit quand. Je savais que les Russes allaient gagner la guerre contre l'Ukraine en quelques semaines, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs donc au début de l'opération militaire spéciale, et après l'OTAN est rentré dans la danse, et après c'est très compliqué de dire quand cette guerre sera finie, mais je suis certain que la Russie va la gagner. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que tout le monde en est certain. Et c'est parce que j'ai fait, comme a dit mon préfacier, le général de la Ward, Dieu et son âme, j'ai fait l'analyse des potentiels. Voilà. Et quand on voit l'analyse des potentiels de l'Ukraine, bon, c'est même pas la peine d'en parler, et même de l'OTAN, par rapport au potentiel russe, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. Voilà. Et d'ailleurs,
ça me rappelle le général de Gaulle, le témoignage du député radical Missner, donc qui raconte qu'on est je crois que c'est le 17 juin 40, avant que le général de Gaulle parte à Londres, et de Gaulle est là pour rencontrer Paul Reynaud, et il est en train de discuter dans l'antichambre, et donc Missner arrive et il entend le général de Gaulle qui dit « Les Allemands ont perdu la guerre, donc il faut que nous restions dans la bataille ». Et là, évidemment, tout le monde dit, parce qu'en fait, le général de Gaulle a fait un calcul des potentiels. Il sait, et il connaît l'histoire, et il sait que tôt ou tard, les Américains vont rentrer dans la guerre, tôt ou tard, les Soviétiques vont rentrer dans la guerre, et que donc l'Allemagne a perdu la guerre. Donc voilà, c'est ça en fait que... Alors, je ne me mets pas du tout à la place du général de Gaulle, parce que pour être capable de penser de manière aussi froide, aussi lucide, en juin 1940... il faut quand même être une intelligence supérieure. En revanche, nous, on est tranquillement assis et on peut discuter, on analyse les chiffres, on connaît les correspondants industriels, et on a aussi cette expérience, et donc c'est facile évidemment, depuis le début, c'était clair que l'Ukraine n'avait aucune chance, même avec l'aide de l'OTAN. Voilà, donc je ne sais pas quand ça va se terminer. Je pense que s'il n'y a pas d'armement américain, s'il n'y en a plus du tout, ça va être beaucoup plus rapide que certains l'imaginent. Si en plus ils coupent Starlink, c'est fini dans 3 jours. Hein. Je plaisante, mais ça sera fini encore plus rapidement. Donc voilà ce que j'ai fait. Et ensuite, il reprend les éléments du général Burkhardt, et surtout, en fait, il reprend le narratif de la défaite de l'OTAN. Donc quand la Russie va gagner la guerre, il va falloir expliquer. Donc ça on l'a dit dès 2022, le narratif ce sera... La Russie, vous pouvez s'emparer de toute l'Ukraine. Elle n'a eu que, au minimum 5 régions, peut-être plus, j'espère Odessa, j'espère Kharkov, pourquoi pas Soumy. Donc ça, Jean-Va appelle ça une victoire tactique. Une victoire tactique, c'est quand vous gagnez une bataille. Là, on parle d'une victoire, c'est gagner la guerre, c'est forcément stratégique, c'est tellement ahurissant comme déclaration. Et donc, lui, il explique ça, donc il reprend totalement le narratif, donc le second narratif, un premier narratif, la Russie n'a pris que telle région alors qu'elle voulait toute l'Ukraine, comme si la Russie voulait de la Galicie et la Wallonie, hein, des espèces de trucs polonais, on n'a absolument pas envie. Et le deuxième, ça va être, oui, alors elle a gagné la guerre, mais elle a fait une défaite stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle est vassalisée par les Chinois. Comme on l'a vu, la relation entre la Russie et la Chine n'est pas une relation de maître à vassal, c'est une relation équilibrée. D'ailleurs, le déficit commercial entre la Chine et la Russie, il est du côté chinois. Les Russes exportent plus qu'ils n'importent de Chine. Donc ça, c'est une foutaise. Et l'autre mensonge, c'est de dire, oui, la Russie ne peut même pas aider ses alliés syriens et iraniens. La Russie, même s'il n'avait pas été en guerre contre l'Ukraine, n'aurait rien pu faire pour Assad. Le pays est tombé tellement rapidement que l'armée russe n'aurait pas pu se déployer. Il y avait 7500 hommes sur place, ils ne pouvaient absolument rien faire. Lorsque la Russie est intervenue, c'était en 2015, l'armée syrienne tenait bon face aux égorgeurs modérés qui maintenant dirigent le pays, soutenus par tous les pays occidentaux et par Israël. Donc la Russie a eu le temps de se mettre en place, de déployer, et puis avec l'Iran, de mettre une raclée à nos égorgeurs modérés. Ça c'était possible. Là, en quelques jours, tout le système est tombé parce que Assad a gagné la guerre en gros en 2018, mais il a perdu la paix, parce qu'il n'a pas pu tenir son clan, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, ils étaient à moitié mafieux, voilà, c'est la responsabilité d'Assad. Et malheureusement, et pourtant j'ai beaucoup d'estime, notamment pour la manière dont il a gagné la guerre, et pour ce couple avec sa femme ravissante Asma Assad, mais c'est de sa faute. Donc la Russie, même si elle n'était pas dans la guerre Ukraine, n'aurait rien pu faire, et je pense qu'elle n'aurait rien fait. Quant à l'Iran, je l'ai déjà dit, il n'y a aucun accord de défense entre l'Iran et la Russie. Le seul accord, c'est si par hasard un pays attaque l'Iran, ou attaque la Russie, l'Iran ou la Russie s'engagent à ne pas aider le pays qui attaque l'autre. Bon, c'est tout. Et comme a dit Poutine, il y avait eu des discussions sur se doter d'une DCA, une défense antiaérienne performante, mais finalement ça n'intéressait pas les Iraniens. À mon avis, ça les intéressait. Donc en fait, la Russie n'a pas pu intervenir. Et l'Iran, je pense, n'a pas demandé à la Russie d'intervenir, ni à la Chine d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils n'ont pas eu besoin de la Russie ou la Chine pour mettre une énorme raclée à Israël, faut bien le dire. Donc voilà, donc tous ces arguments-là sont fallacieux, sont faux, et malheureusement, c'est repris par le Salon belge, mais qui régulièrement a fait ces petites attaques. On avait parlé en disant que les catholiques étaient persécutés dans le Donbass. Alors d'ailleurs,
bonne nouvelle, j'ai appris ça il y a 3 semaines. Désormais, donc tous les biens de l'Église catholique dans le Donbass sont enregistrés auprès de l'administration russe. Donc elle conserve tous ces biens, notamment la belle église de Donetsk, hein, où je suis allé de temps en temps quand j'allais à Donetsk. Donc tout va bien pour les catholiques du Donbass, hein. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, bah voilà, bon pour le reste, le Salon-Beige est un excellent site. Je vous recommande d'y aller. C'est malheureux qu'il y ait des mensonges qui s'y glissent de temps en temps. Empire du mensonge toujours. Alors après les âneries du général Burkhard, le chef d'état-major de l'armée, on a eu le droit à celle du général Schill, donc qui est le chef d'état-major de l'armée de terre et qui a expliqué dans l'Express, je crois, que en fait, face à l'Empire, on est soit un vassal, soit un ennemi. Alors, je ne sais pas où il a trouvé ça. En 1892, la France devient l'allié de la Russie et la Russie l'allié de la France. On prépare la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, cette alliance nous a permis de tenir à Verdun et de faire la contre-offensive de la Marne. Et donc, à l'époque, la Russie était un empire déclaré et la France n'était pas son vassal, ni la Russie d'ailleurs le vassal de la France. Donc, c'est des déclarations de plus en plus idiotes pour faire plaisir, évidemment, à la classe dirigeante, au régime, à Emmanuel Macron, pour lui dire maître, comme vous avez raison, de vouloir faire la guerre à la Russie. Donc c'est assez lamentable, surtout venant de la part d'un officier français passé par Saint-Cyr. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors je vais commencer par quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un certain temps, c'est les actes qui sont en Russie appelés les actes de résistance, donc de la diaspora ukrainienne dans les différents pays, hein, donc c'est-à-dire le dynamitage d'usines, de systèmes de transport destinés à soutenir l'armée ukrainienne. Et donc là, on en a eu un à Erfurt. Donc là, c'était pareil, des véhicules de transport qui devaient être livrés à l'Ukraine. Donc ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, je pensais que ça valait la peine de le souligner. Revenons maintenant sur le théâtre des opérations et tout d'abord les frappes dans la profondeur. 2 frappes russes sur le territoire ukrainien ont été très populaires en Ukraine. C'est à Poltava ici et à Kryvyi Rog, la ville de Zelensky, puisque les Russes ont envoyé des drones très précisément. Là, on en voit 3 qui tombent sur le TTSK de Poltava. Le TTSK, en fait, c'est le bureau des sergents recruteurs de Zelensky qui kidnappent les gens dans les rues pour les envoyer sur le front à peine formés. Donc ces gens-là sont détestés dans toute l'Ukraine. Et d'ailleurs, dans les commentaires sous les vidéos sur les réseaux sociaux ukrainiens sont pleins de bonheur, de remerciements vis-à-vis de ces bombardements. Donc ça, c'est une manière de se rendre populaire en Ukraine à détruire les TTSK. Je pense qu'on n'en est qu'au début. En dehors d'Ijevsk, que nous avons déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, les Ukrainiens ont essayé de frapper dans la profondeur. Donc, ils ont détruit un dépôt de munitions. Donc, c'est sans doute des Storm Shadow, anglais. Ils ont détruit un dépôt de munitions à Kharkiv, ici. Ils ont également bombardé Yasinovata, ici. Comme on le voit, c'est un nœud ferroviaire. Donc, visiblement, ils n'ont rien touché puisque il n'y a rien qui a réellement explosé. Et ils ont également tiré sur Donetsk, dans un marché d'ailleurs que je connais. Contrairement à ce que je pensais, je ne pense pas que ce soit une attaque terroriste, hein. Autant la dernière fois c'était un HIMARS à 150 000 $, donc pour se venger, on peut dire que c'était à peu près rentable. Là, c'est un Storm Shadow 1 million de dollars. Donc vraisemblablement, c'est plutôt un tir qui a été détourné, brouillé ou qui a tout simplement échoué et qui visait une cible militaire, laquelle je ne sais pas pourquoi je pense ça, parce que le tir a eu lieu entre 10h et 10h30 du soir, entre 22h et 22h30 le soir, et que donc d'ailleurs il y a eu que un mort et quelques blessés. Donc je pense plutôt que c'est un échec du tir. Et si jamais les Otanokieviens avaient voulu vraiment tuer en masse, ils auraient tapé en pleine journée, là où il y avait beaucoup de monde. Les Russes ne sont pas en reste. Ils ont tapé à 2 endroits où ça fait extrêmement mal. Le premier, c'est à Gouliapol. Là, on va en parler. Les Russes sont en train de donner l'assaut autour de Gouliapol. Et donc là aussi, manque de professionnalisme, baisse très forte du professionnalisme de l'armée ukrainienne. On en avait parlé, puisque la 110e brigade mécanisée, alors c'est selon les Russes, a été complètement détruite. Ce qui est clair, c'est que le commandant de cette brigade a été détruit. Il y a eu énormément de morts. Zelensky a demandé une enquête particulière sur ce sujet. Donc, grâce à une bonne opération de renseignement et un tir, ça doit être vraisemblablement des Iskander. Le deuxième endroit aussi où ça fait très mal, c'est sur
des usines de fabrication de matériel ou de drones, on ne sait pas exactement. Là aussi, ça s'est documenté à Konotop, plus au nord. Et on passe sur la ligne de front. Donc les Russes continuent leur attaque sur Soumy. Alors visiblement, comme d'habitude, dès qu'il y a une contre-attaque ukrainienne, ils se barricadent, ils attendent. Et après le contre-attaque, les Otano-Kéviens n'ont pas réussi à récupérer la ville d'Andreevka. Il y a toujours des combats qui s'y déroulent. A priori, si on en croit Podolaka, Yunakovka a été pris par les Russes et les Russes s'avancent vers Marina, ici, à cet endroit-là. Donc là, les nouvelles sont bonnes pour les Russes, mais les Russes, vous allez voir, dominent dans la totalité du front. Du côté donc de Volchansk, pas vraiment d'évolution. En revanche, les Russes continuent à finalement préparer leur étau pour s'emparer donc de cette partie de la région de Kharkov et se sont emparés d'un village assez long qui s'étend sur 5 km, Milova, ici. Donc ça a été annoncé aujourd'hui. Pas de changement du côté de Kupiansk, on comprend bien ce que veulent faire les Russes, encore une fois. Plus au sud, les Russes se sont emparés de cette localité-là, Bohuslavka, ici, et donc le but, évidemment, c'est de s'emparer de Borovaya, ici. Voilà. Donc là, les choses vont bien. Contrairement à ce qui est annoncé par le gouverneur de la région de Lugansk, Lugansk n'a pas été complètement libéré. Enfin, si j'en crois à ma carte, par exemple, ce village-là n'a pas été libéré. Vernik, je sais pas comment on dit. Et donc là-dessus, il s'est un petit peu avancé, un peu rapidement. Certes, Grekovka ici a été libéré, mais il y a encore quelques kilomètres carrés à récupérer. Bon, ça ne serait tardé. L'offensive de la 3e brigade Azov pour essayer de récupérer Rikdoub. Donc là, c'était assez important puisqu'on le voit encore une fois, là, c'est Liman, Yampol ici, et les Russes ont réussi à fermer entre les deux rivières ce théâtre des opérations. Et donc on a envoyé sur cette mission importante la 3e brigade Azov, donc qui a essayé quelques jours, qui a raté et qui, comme d'habitude, eh bien, est parti en courant. Donc là, les Russes sont en train de nettoyer l'ouest de cette localité que les Azovtsés avaient réussi à pénétrer. Donc échec de ce côté-là. Les choses avancent bien également autour de Seversk, Serebianka ici. Les Russes continuent à avancer, c'est un bastion et on est là sur les hauteurs. Les Russes avancent également sur ces hauteurs-là. On peut dire que s'ils arrivent encore à progresser donc le long de la rivière Donetsk, là, l'assaut sur Seversk va bientôt commencer. Il y a déjà des unités de sabotage russes qui ont pénétré à l'intérieur. Donc là, ce serait une excellente chose, notamment dans la perspective de s'emparer de Slaviansk et de Kramatorsk. Plus au sud, bon, je fais pas quartier par quartier, mais la ville de Tchassov-Yar est quasiment libérée. Là aussi, bonne nouvelle. Plus au sud encore, donc là, les Russes ont créé en fait un chaudron ici, un joli chaudron, puisqu'ils contrôlent sous le feu de leur drone, de leur artillerie. Donc, comme vous voyez ici, c'est très court. La seule route qui permettrait d'évacuer par l'est, ici, là, ici c'est un réservoir, et également celle qui permettrait d'évacuer par l'ouest. Donc là, une fois de plus, le commandement otano-kievien complètement incapable, préférant laisser ses troupes se faire encercler, partir en panique. C'est l'ouglédarisation. On retourne à chaque fois sur le scénario d'Ougledar, plutôt que de faire une retraite en bonne et due forme. Mais en sont-ils capables? C'est la bonne question. Et les Russes continuent leur progression vers Konstantinovka également, un peu plus au nord, ici. Grosse progression pour les Russes qui va avoir des conséquences catastrophiques pour les troupes otano-kieviennes coincées dans Pakrovsk, c'est que les Russes avancent très très vite pour faire un encerclement complet et très large de la ville de Pakrovsk. On le voit maintenant, la stratégie des Russes, c'est d'essayer de récupérer les villes en bon état, et surtout la seule stratégie des Ukrainiens, des otano-kieviens, c'était de s'enfermer dans la ville pour avoir des boucliers humains et puis profiter évidemment des structures urbaines beaucoup plus difficiles à attaquer. Mais là, ça va pas marcher parce que plus on va aller vers l'ouest, et bien plus le terrain va se dégager. Et là, les Russes avancent très très bien. On le voit, ils se sont emparés de plusieurs localités. Là, ils s'en sont emparés complètement, en fait, a priori. Celle-là aussi, je n'ai pas eu mise à jour. Donc, très bonne nouvelle de ce côté-là. Bonne nouvelle également à cet endroit-là, puisque bien, les Russes aussi continuent leur progression. Après avoir pris Oudachne, ils pourront s'avancer pour prendre le contrôle, même physique, vers Sergeyevka ici de cet axe d'approvisionnement. Et là, c'est l'encerclement opératif de la ville de Pakrovsk qui pourrait tomber, on espère, avec un minimum de combat.
Les Russes continuent également à avancer, toujours à la frontière de la région de Dnepropetrovsk. La cible, c'est la première grande localité dont les Russes pourraient s'emparer, c'est Novopavlovka, à cet endroit-là. Les Russes ont définitivement pris Novo-Ukrainka ici, et également la localité de Dachnoe, ici, c'est la première localité libérée dans la région de Dniepopetrovsk. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Rien ne semble les arrêter non plus dans cette direction, puisque les Russes se sont emparés de la localité de Perebudova, ici, de Zirka, ici, et au moment où je vous parle, mais même a priori, ce serait déjà tombé, Mirnoe ici, et Pidoubé à cet endroit-là. Voskresenka devrait tomber dans pas longtemps. On voit que ça avance dans tous les sens. Les Russes avancent également plus au sud, donc comme je l'ai dit, Gouliapol, là où la 110e brigade mécanisée s'est fait exterminer à coup d'Iskander, eh bien les Russes se sont emparés de la localité de Malinovka. Donc là aussi, on voit bien la stratégie russe d'avancer pour essayer d'encercler, au moins du point de vue opératif, eh bien, cette localité, pour la prendre avec un minimum de combat. Visiblement, c'est bien parti. Et les Russes avancent également vers Orekhovo. Ils progressent dans un village pareil assez long qui s'étend là, dans le village de Malatokmachka, ici. Plus à l'ouest, là aussi, les Russes ne ménagent pas leur effort. Les Russes sont sur le point de s'emparer du village de Kamianskoye ici. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est probable que en fait, le village a été déjà pris. Et donc là, évidemment, c'est la région de Zaporozhye, la capitale Zaporozhye, qui fait partie donc du territoire russe désormais, mais sur le papier, dans la Constitution, mais maintenant il faut le prendre militairement. Et les Russes sont bien partis. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 3 juillet 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire encore une fois sur tous nos réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et puis, eh bien, les nouvelles générales sont bonnes. Donc, tenez bon, courage, on les aura.